Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'une communauté que j'ai eu la chance de fréquenter pendant presque 3 ans et pour laquelle j'éprouve un énorme respect, les gens du voyage. Sans ma rencontre avec eux, le bazar culturel n'aurait probablement pas vu le jour. Leur histoire, les persécutions raciales dont ils font l'objet et la résilience qu'ils développent à cet égard les rendent, à mon sens, particulièrement admirables. Nous avons connu l'an dernier une période de discrimination intense avec la mise en place du fameux pass sanitaire. Pour les gens du voyage, ce type de discrimination a quasiment toujours été la norme, puisqu'ils ont dû présenter pendant plus de 50 ans un carnet anthropométrique qui consignait leurs photos, leurs empreintes digitales et même la taille de leurs membres. Ils ont également fait partie, comme les Juifs, du plan d'extermination nazi. Pour parler en détail de l'antitsiganisme, j'ai fait appel à William Hacker, juriste issu des communautés du voyage. Depuis 2018, William travaille sur la question des politiques publiques à destination des gens du voyage. Il a publié en 2021 son premier ouvrage, Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d'accueil, aux éditions du commun. Cette année, il est également devenu délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen, qui conseille et défend les voyageurs au quotidien. L'échange est un peu plus long que d'habitude, mais croyez-moi, il en vaut le détour. Bonjour William, bienvenue. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va super et toi? Ouais, ça va nickel. Je suis très content de t'accueillir sur ce podcast. Je te l'ai pas dit en off, mais du coup, je connais ton travail depuis déjà un petit moment, puisque j'ai eu la chance de côtoyer la communauté des gens du voyage pendant plusieurs années. Et Ouais. voilà, ton nom revenait pas mal dans les discussions, plutôt côté institutionnel, en tout cas au sein de l'association. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil et c'est toujours agréable d'entendre ça. Alors, comme tu le sais, on va commencer par un petit jeu. En ce moment, un parfum que j'aime. Oh, il y a une odeur que j'aime beaucoup, c'est l'odeur du figuier, parce que je vis dans le sud et que je suis imprégné du figuier, du mimosa, enfin de toutes ces essences d'arbres qui est à côté de chez moi. Et donc, ouais, il y a un parfum, je crois, qui est chez Diptyque, qui est à la feuille de figue, voilà, j'apprécie particulièrement. T'es dans le sud du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours, de là où tu viens et de qui tu Alors, es? moi, je viens de région parisienne, enfin, entre Paris, on va dire Paris élargi, hein, parce on a eu des périodes de voyage entre l'ouest et l'est. Donc, ouais, ma famille est basée en région parisienne, on va dire, une partie en tout cas. Je viens d'une famille donc de voyageurs. Ma mère est une voyageuse, donc des gens du voyage. Et mon père, lui, c'est un gajo, donc un espagnol, qui lui vient pas des gens du voyage, justement. Et donc, je suis issu d'une sorte d'union mixte, en fait, avec une double culture et un double mode de vie, parce qu'on a eu des périodes en caravane et puis des périodes en sédentaire. Et puis à mes 18 ans, bah, je suis parti de chez moi avec le bac en poche sans trop savoir quoi faire et je me suis retrouvé dans la marine à Toulon. Voilà, ça a duré 4 années qui ont été longues et qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas fait pour ce qui était autorité institutionnelle, obéir aux ordres, etc. Donc voilà, j'ai quitté la marine et je suis resté dans le sud. Et à ce moment-là, mon grand-père, qui était quelqu'un d'assez engagé pour la cause des voyageurs, m'a dit, bien, il faut que tu deviennes avocat parce que tu étais le seul de la famille à être allé jusqu'au bac. Et que oui, voilà, il voulait que je fasse du droit à tout prix. Et donc, j'ai suivi un petit peu son conseil. Et je me suis retrouvé à faire du droit pendant 5 6 ans, hein. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans l'associatif très rapidement. Alors, l'associatif culturel, dans un premier temps. Et puis, parallèlement, en fait, j'avais toute une activité bénévole plus dédiée, on va dire,
à la pédagogie sur les voyageurs. Donc, pour expliquer les sujets au grand public, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis après, ça a pris de l'ampleur au gré de mes rencontres aussi, puisque j'ai rencontré des personnes qui travaillent sur ces sujets-là aussi, et on a pu échanger. Et puis de nouveaux sujets m'ont été amenés aussi, et voilà, ça s'est développé comme ça, principalement autour de la mémoire des gens du voyage. Donc cette mémoire, enfin on va dire le point central de cette mémoire, c'est quand même l'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui est méconnu d'une grande partie du public et que j'avais à cœur de faire connaître parce que ma famille était, enfin plusieurs membres de ma famille étaient dans les camps d'internement et de concentration pendant cette Seconde Guerre. Et ensuite sur les droits et les difficultés quotidiennes des voyageurs. Et puis aussi sur cette forme particulière de racisme qui est l'antiziganisme et qui va au-delà même du racisme sur bien des points et qui est là aussi très très méconnu et très répandu. Donc avec un gros chantier de pédagogie à faire et de déconstruction, on va dire, à faire. Et puis en septembre 2019, il y a eu l'incendie de l'usine Lubrizol. Et au pied de cette usine, il y avait une aire d'accueil des gens du voyage. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'aire d'accueil des gens du voyage, c'est le seul lieu légal d'accueil pour les gens du voyage, qui est paradoxalement un lieu d'accueil, mais aussi un lieu obligatoire, puisqu'on n'a pas le choix que d'y aller, et qui est un lieu payant, ce qui n'est pas gratuit, évidemment, il faut y payer un loyer. Et en plus, ce lieu dit d'accueil est très souvent pas du tout de l'accueil, enfin, il n'y a pas du tout d'hospitalité, en tout cas, au sens de l'accueil, mais il y a vraiment, ce sont vraiment en général des lieux qui sont relégués derrière les usines, les déchetteries, les stations d'épuration. Et là, ben, Lubrizol, c'est encore un exemple type, c'est-à-dire qu'on a une usine Seveso, donc classée à risque. Hein. Seveso, c'est une classification européenne pour les risques. Et au pied de cette usine, il y a encore une aire d'accueil. Et donc, ben voilà, c'est un nouveau travail est parti de là. Il est parti de la mobilisation des habitants de l'aire d'accueil, de plusieurs collectifs et chercheurs qui se sont mobilisés autour de ces questions et d'un constat qui était que en fait cette mobilisation avait une limite, c'était celle de l'institution, puisque l'institution recevait les arguments des habitants qui disaient bah voilà, nous on est toujours à côté d'usines dangereuses et là encore bon, c'est l'exemple type, etc. C'est dangereux pour notre santé, on aimerait que ça change et tout ça. Et en fait l'institution reçoit ces arguments, mais elle les entend, mais elle s'en fout, hein, quelque part, tant que ça ne devient pas un poil à gratter dans sa chaussure. Et donc là, le poil à gratter en question, celui qui manquait, c'était les chiffres. Donc c'est-à-dire, en gros, on nous a très très vite dit, bah c'est bien ce que vous dites, mais vous n'avez pas les chiffres pour prouver que les aires d'accueil sont majoritairement polluées. Alors que c'est quand même un fait que tout le monde connaît dans l'associatif voyageur et que tout le monde connaît dans les structures qui travaillent avec les voyageurs sur les aires d'accueil, etc., que évidemment le ministère du Logement connaissait parfaitement. Mais voilà, on préférait fermer les yeux en l'absence de chiffres et évidemment on produisait pas ces chiffres pour ne pas les avoir. Voilà. Donc ben, je me suis dit, bah, tiens, je vais produire ces chiffres-là en créant un inventaire des aires d'accueil, donc département par département, en les localisant une par une, en les analysant dans leur territoire, donc en regardant ce qu'il y a autour de l'aire d'accueil, donc quel type d'infrastructure, est-ce que c'est potentiellement des infrastructures polluantes ou non, et surtout, et aussi, pardon, quelle est sa place dans la ville. Une aire d'accueil, c'est construit à l'échelle d'une commune. Eh bien, quand on regarde la carte de la commune, où est-ce qu'on la localise? Bon, ce travail-là m'a pris 1 an et demi. C'était fastidieux. Il y a eu 1358 localisations trouvées. J'en ai loupé une petite dizaine, je pense, encore. Et effectivement, au début, c'était très très long à trouver ces aires d'accueil parce qu'elles étaient tout le temps reléguées en fait. Et c'est petit une aire d'accueil, c'est à la taille d'un parking. Hein. Et donc on les retrouvait dans les bois, on les retrouvait à la lisière des zones industrielles. Enfin voilà. Et avec l'entraînement, au bout de 1000 aires d'accueil, on va dire, je commençais vraiment à être hyper rodé. Et dès que je regardais une carte, je mettais très très peu de temps à localiser l'aire d'accueil parce que en fait, il suffisait de regarder les frontières de la commune, donc là où c'est le plus éloigné du centre, et ensuite il fallait regarder les zones industrielles et puis finir par les forêts et les bois. On trouvait systématiquement l'aire d'accueil. Dans toutes ces localisations, il y a eu 2 aires d'accueil en centre-ville que j'ai trouvées, enfin, vraiment en centre-ville, et ces 2 aires d'accueil ont la particularité, 3 pardon, 3 aires d'accueil avec une dans l'un, et ces 3 aires d'accueil ont la particularité d'être localisées en face d'un commissariat. C'est le point commun de ces 3 aires d'accueil. Donc, je trouvais que ça disait beaucoup, en fait, de la façon
dont les gens du voyage dont les terrains qu'on réserve aux gens du voyage sont localisés, dit beaucoup en fait d'un traitement général qui existe dans notre pays depuis plus de 2 siècles. Voilà. Et c'est ça en fait que je voulais aussi raconter parce que cet inventaire des aires d'accueil que j'ai fait sur plusieurs départements, il a été fait qu'avec des voyageurs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la démarche a été médiatisée, parce que j'ai médiatisé ma démarche tout au long de ces 1 an et demi de travail, et bien au fur et à mesure, les voyageurs m'appelaient, les habitants des aires m'appelaient, m'expliquaient, m'envoyaient des photos, me livraient des témoignages. Et ça a été fait sans aucune autre aide que les voyageurs. Je voulais pas qu'il y ait d'associations, je voulais pas qu'il y ait d'institutionnels, de chercheurs. Je voulais vraiment que ça soit fait entre guillemets entre nous. Aussi pour une raison très simple, qui était de fournir un acte politique quelque part. Parce que cet acte-là, en l'ayant fait entre nous, a beaucoup plus de sens. Ça veut aussi dire, bien, ce que vous n'avez pas voulu produire, on le produit nous. Voilà. Et il a fallu qu'on produise nos propres données pour avoir l'espérance, en tout cas, de faire évoluer les choses. Wow, passionnant. Merci, merci pour ce premier récit. Je vais poser une question de débutant parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas qui sont les gens du voyage. Est-ce que tu pourrais nous dire de quelle communauté on parle? Je te pose la Ouais, question parce que très souvent, on associe les gens du voyage aux Roms, on ouais. les associe à des étrangers, on ne sait pas en fait qui se cache derrière Ouais, c'est ce pas terme-là. simple, c'est pas simple, c'est vrai, il y a beaucoup de terminologies différentes. Et d'ailleurs, c'est toujours le passage obligé, entre guillemets, quand on aborde ces sujets-là. C'est-à-dire que moi, cette question que tu me poses, j'ai dû y répondre 2000 fois peut-être. Et en même temps, c'est une question qui n'est pas du tout figée, c'est-à-dire qu'elle est tellement complexe à aborder, cette question des différentes communautés. Et il y a tellement de sciences derrière tout ça, et de réalités, de langues, de pratiques culturelles, religieuses, que voilà, c'est très compliqué de restituer la complexité des communautés voyageuses et romanies en Europe, mais je vais tenter quand même l'exercice. Alors, concrètement, en France, on est le pays européen avec le plus de diversité au niveau des communautés voyageuses et romanies. Concrètement, en Europe, il y a une grande minorité qui est la minorité romanie, donc au sens très large. C'est environ 10 millions de personnes, donc c'est la première minorité européenne. Et cette minorité, entre guillemets, se subdivise en une multitude de communautés qui ont pris des formes on peut pas dire d'indépendance, mais en tout cas de particularisme selon les régions où elles sont établies, les langues qu'elles ont développées, etc. Et donc, vous avez tout un tas de collectifs différents avec les personnes qu'on dit Roms, voilà, qui se désignent comme Roms, avec beaucoup de subdivisions à l'intérieur. Donc, il y a les Roms Calderache, les Roms Lovari, les Roms Turari, etc., etc. On peut continuer ça pendant longtemps, hein, avec à chaque fois des langues qui sont des dérivés du romanesque, donc de cette langue rome, avec des enrichissements, etc., et qui font que ce sont des langues en plus différentes, voilà. Et des pratiques professionnelles, culturelles, etc., qui diffèrent. Donc c'est une très très grande communauté, la communauté rome, avec beaucoup de subdivisions. Et en France, cette communauté romanie, elle a plusieurs subdivisions qui sont qu'on retrouve en France. Donc il y a les Calais, les Gitans, en fait, hein, du sud de la France, qu'on retrouve principalement dans le sud de la France, mais qu'on retrouve aussi beaucoup en Espagne. Il y a les Sinti, piémontais, donc qui viennent principalement, enfin qui ont des origines, sont passés par l'Italie en tout cas. On a les Manouches voilà, un grand ensemble qui part de l'Allemagne, qui vient embrasser la France, enfin, voilà, avec une langue aussi, le manouche, qui comporte des racines, des mots avec des racines germaniques aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette fusion des langues aussi, des cultures. Voilà, il y a les manouches. Et puis ensuite, on a aussi développé une identité voyageuse parce que ces communautés romanies, elles ont développé en tout cas une pratique plus ou moins culturellement ancrée ou alors plus ou moins forcée aussi, hein, parce qu'il y a eu des contraintes, mais une pratique du voyage, c'est-à-dire une pratique de ce qu'on appelle le nomadisme vulgairement, mais qui en fait est une forme de déplacement avec son habitat et sa famille pour soit travailler, soit pour des raisons sociales, culturelles, etc. Et donc, il y a eu cette communauté des voyageurs qui s'est formée et qui n'est pas, et ça c'est aussi la particularité française, qui n'est pas que constituée de communautés romanies, puisqu'il y a eu d'autres communautés qui sont venues se greffer et qui ont fini par se mélanger et être assimilées, on va dire, à cette communauté de voyageurs. C'est notamment les Yéniches, donc qui est un peuple lui aussi avec des pratiques itinérantes qui vient d'un bassin entre l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le nord d'Italie, et qui est venu en France. Enfin, il y a beaucoup de Yéniches, énormément de Yéniches en France, et aussi des autochtones,
les populations autochtones au territoire français qui sont venus s'agréger avec les populations voyageuses. Et tout ça, ça a formé une culture voyageuse, on va dire, qui est riche de ces multiples influences avec à l'intérieur tout un tas de variations de communautés, de cultures et même de religions. Donc vraiment une très très grande richesse. Et je pense qu'on est le pays européen avec la plus grande richesse. Et cette richesse-là, elle a été complètement annihilée, en tout cas dans l'esprit populaire ou dans l'inconscient collectif, par des catégories et des statuts juridiques que l'État a créés qui visaient à rassembler tout le monde dans le même panier. Voilà. Donc ça a été le statut de nomade en 1912. C'est pour ça qu'on continue encore aujourd'hui à avoir des hommes politiques qui appellent les gens du voyage les nomades. Et puis ça a été le statut, ça a été ensuite la catégorie administrative de gens du voyage, qui est une appellation choisie par l'État, qui a été créée en 69 et qui fait qu'aujourd'hui on parle de communauté des gens du voyage. Mais là aussi, il faut faire très attention avec cet usage parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule communauté. Effectivement, il y a une culture qui est partagée, ça c'est clair, mais il y a de très très grandes diversités et de très très grandes différences d'un peuple à l'autre. Et puis ensuite, en France, on a eu aussi des vagues migratoires successives depuis le 19e siècle qui sont venues petit à petit enrichir cette communauté de voyageurs, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, certaines de ces personnes qui ont migré ont fini par s'intégrer dans cette culture commune du voyage, mais certaines autres non, sont toujours à l'heure actuelle un peu à part pour différentes raisons. Et c'est notamment les personnes roms qu'on voit arriver de Bulgarie, de Roumanie, des différents pays de l'Est en fait depuis 20-30 ans et qui aujourd'hui, c'est vrai, en France, vivent pour certains, en tout cas, d'une manière différente que les voyageurs, avec des difficultés qui sont différentes, avec aussi des formes d'intégration qui sont plus ou moins abouties et des populations qui, voilà, qui ne se parlent pas nécessairement entre elles. C'est pour ça que les voyageurs, souvent, vous diront je ne suis pas rome et les personnes dites roms souvent nous diront on n'est pas des voyageurs. Voilà. C'est assez important de le souligner parce qu'en fait, les voyageurs ont une histoire particulière et qui est vraiment liée de longue date au territoire français, avec des luttes pour l'accession à la citoyenneté qui ont abouti très très récemment et qui font que ce sont des Français pleinement. Leurs familles sont présents sur le territoire depuis des siècles, etc. Et puis des Roms et des personnes dites Roms qui sont venues de l'Europe de l'Est et qui elles sont dans une forme en voie, en tout cas pour certaines, toujours en voie d'intégration, et qui subissent une toute autre réalité. Voilà, vraiment une toute autre réalité et avec une culture qui est complètement différente puisqu'elle n'est pas franco-centrée, hein, elle n'est pas francophone déjà. Et puis en plus, c'est une culture qui a grandi en Europe de l'Est et voilà, qui a ses différences entre voyageurs. Mais c'est aussi important de dire qu'il n'y a pas une barrière totale. C'est-à-dire que vu qu'il y a des personnes d'origine romanie dans les voyageurs français, parfois c'est assez drôle de mettre autour d'une table des personnes roms d'Europe de l'Est qui arrivent et des voyageurs français qui se regardent en chien de faïence l'un l'autre et puis d'un coup qui découvrent qu'ils parlent la même langue. C'est quand même saisissant. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes communautés, ce ne sont pas les mêmes populations, mais elles ont un patrimoine commun quand même qui remonte à des siècles en arrière. Merci. En t'entendant parler, j'ai un milliard de questions qui me viennent. Alors, je ne sais pas si on va avoir assez d'un seul entretien pour Ouais. répondre à toutes ces questions. Juste pour déjà poser le sujet de base, c'est vrai que ce qui m'a amené à te contacter et à te proposer cet entretien, c'était de voir à quel point l'antiziganisme est devenu banal aujourd'hui dans notre société. Et encore maintenant que je ne suis plus dans des associations, j'entends parfois des gens parler des gens du voyage ou des gitans en des termes qui, si on mettait le mot noir ou arabe à la place, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est du racisme pur et dur. Mais le fait qu'on dise le mot gitan et qu'on se permette de qualifier, enfin voilà, d'utiliser des qualificatifs qui sont vraiment abjects, et ben les gens non seulement laissent passer, mais en plus ils adhèrent et ils sont capables de rire à des blagues ouvertement racistes sur les gens du voyage. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que toi tu en pensais? Je dirais qu'il y a une forme de dissonance cognitive. Tu sais, quand on demande aux gens qui aiment les animaux dans une salle, en général, tout le monde lève la main. Et quand on pose la question suivante, qui mange de la viande, tout le monde lève la main. Et tout le monde se regarde en chien de faïence. Voilà, je pense que c'est la même dissonance cognitive avec les voyageurs, c'est-à-dire que les gens ne sont pas racistes, mais quand c'est les gens du voyage, ils se regardent en chien de faïence quand on leur demande. Mais parce que, en fait, je dirais que cette forme de discrimination liée aux origines, parce que c'est vraiment lié aux origines, elle souffre, ou en tout cas, elle n'a pas été saisie
dans le discours populaire, elle n'a pas été suffisamment saisie par les mouvements militants, par les penseurs, et elle n'a pas été suffisamment discutée, et finalement, les voyageurs sont relativement invisibles dans la société. On les voit uniquement lorsqu'ils sont en situation illicite, en fait, hein. Donc, ça renforce en plus ce sentiment de rejet. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent en fait que le rejet des gens du voyage vient uniquement de leur mode de vie, que c'est uniquement de leur responsabilité et qu'on les rejette parce qu'ils voyagent et que s'ils deviennent sédentaires, on ne les rejetterait plus. Alors voilà, un petit peu le tableau du pourquoi c'est si diffus, si accepté, si commun, si peu remis en question. C'est pour ces raisons, puis pour d'autres, hein, mais moi je l'analyse un peu comme ça. Mais en fait, les gens ne le remettent pas en cause de l'antiziganisme, parce que moi parfois ça m'arrivait du coup d'avoir des gens qui me disent mais c'est pas du racisme, c'est le rejet d'un mode de vie. C'est vraiment je ne suis pas raciste, voilà, j'aime les êtres humains, mais j'aime la diversité, mais ça je rejette ce mode de Mais pas les gens du vie-là. voyage. Voilà. Et donc, en fait, c'est intéressant de replacer dans un contexte historique et de montrer que le rejet des gens du voyage, c'est pas un rejet d'un mode de vie, pas qu'uniquement ça, mais c'est aussi un rejet de race. Et ça, c'est pas très accepté dans le discours. En tout cas, c'est peu discuté dans le discours. Mais c'est très important de comprendre pourquoi et comment ça se fonde historiquement. En fait, les collectifs romani ont une présence sur le territoire français, testé depuis au moins le XVIe siècle. Enfin, bon, je ne suis pas médiéviste ou je sais pas quelle temporalité, mais je suis pas historien, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, c'est attesté de très longue date. Et au XIXe siècle, il est vrai que l'État en tout cas, les gouvernements avaient l'envie de saisir ces communautés-là, c'est-à-dire, on les appelait à l'époque les Bohémiens, les Romanichels. Il fallait qu'on sache déjà combien elles étaient et ensuite qu'on encadre un petit peu leur présence parce que cette présence commençait à devenir réceptacle d'angoisse, de comportements anxiogènes, de gens qui commencent à avoir peur d'eux, etc. Et puis ça a été vraiment renforcé par des vagues migratoires déjà à l'époque de collectifs romani qui sont venus d'Europe de l'Est et qui ont migré petit à petit en France, surtout à partir de la fin de l'esclavage des Roms, parce qu'il y a eu il y a eu 500 ans d'esclavage des Roms dans les anciennes principautés romanophones. Donc on a eu aussi des vagues migratoires qui sont venues de la fin de cet esclavage qui était au milieu du 19e siècle. Et donc, évidemment, hein, quand il y a une pression migratoire qui est un peu plus forte ou une présence externe qui est un peu plus visible, forcément, hein, les peurs, les rejets, etc., augmentent mécaniquement. Et ça, c'est pas un phénomène propre au XIXe siècle, hein, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec cette figure de l'immigré qu'on diabolise à longueur de journée. Et donc, au XIXe siècle, on a eu cette montée déjà d'antiziganisme. Et évidemment, ces migrants d'Europe de l'Est, on les a assimilés aux Bohémiens et Romanichels qui vivaient déjà sur le territoire français. Donc, il y a eu une forme aussi de discours qui s'est développé dans la presse, et c'est très visible dans la presse en fait quotidienne de l'époque. On retrouve ça dans les archives avec des caricatures de Bohémiens qui volent les enfants, qui agressent les femmes, qui vivent de la rapine, qui sont désignés comme fléaux des campagnes, etc. Donc, vraiment un discours qui se développe autour de ça. Et il faut bien préciser qu'à l'époque, les gens du voyage, en tout cas ceux qu'on appellerait aujourd'hui les gens du voyage, n'étaient pas les seuls qui voyageaient. Il y avait énormément de personnes en France qui voyageaient parce que tout simplement, il n'y avait pas de salaire et généralement, enfin, il n'y avait pas de salaire. En tout cas, on travaillait à la journée. C'est-à-dire, on travaillait à la tâche, à la journée, donc on changeait fréquemment d'endroit et donc on bougeait. Il y avait énormément de personnes mobiles, notamment à l'agriculture, etc., qui voyageaient en fait. Et donc, voilà, déjà, on focalisait déjà une attention particulière à ces communautés-là. Voilà, aux Bohémiens et Romanichels, parmi toute la masse des gens qui voyageaient. Donc, c'était pas qu'une question de mode de vie, c'était vraiment une focalisation sur des communautés. Fin du 19e siècle, on lance les premiers grands recensements et déjà on demande aux populations françaises de aider au recensement, donc de signaler l'ensemble des Bohémiens et Romanichels qu'ils croiseraient sur leur chemin. Et on aboutit, après tous ces grands recensements, en 1912, à la création d'un statut de nomade. Et là, c'est très intéressant de voir un peu le péché originel de l'antiziganisme en France, c'est qu'à ce moment-là, on crée un statut de nomade, mais on crée deux autres statuts. On crée le statut de marchand ambulant et on crée le statut de forain. Donc on a trois statuts, nomade, marchand ambulant, forain, tout ça réuni dans une même loi. Et si les marchands ambulants et les forains sont déterminés par rapport à leur activité professionnelle et un peu aussi de leur mode de vie, les nomades, en fait, c'est tout ce qui reste. C'est-à-dire, c'est globalement tout ce qui rentre pas dans les deux autres cases. Voilà. Et c'est très intéressant de voir comment la loi est tournée, parce que la loi, en fait, dit que, en gros, les nomades, on ne sait pas de quoi ils vivent et qu'ils sont a priori suspects.
Voilà. Donc, on a une forme d'inversion de la charge un peu comme ça, où on a les forains et les marchands ambulants qui sont plutôt cool d'un côté, et les nomades, c'est un peu les parias, quoi. Et la loi, en fait, elle se base sur des critères de droit objectif, donc elle vise pas la race. Par contre, le décret d'application de cette loi, il dit clairement que la catégorie de nomade, c'est réservé aux bohémiens et Romanishel. Donc lui, il vise la race. Et dans les préparatifs de la loi, et notamment dans les débats parlementaires, les rapporteurs, etc., visent la race. Voilà, c'est très très clair, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un statut racial. Il n'y a aucune ambiguïté, on peut appeler ça ethnique, racial, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un statut qui se base sur ça. Et donc, assorti à ce statut, on a un carnet anthropométrique, qui est la première pièce d'identité en France, quand même, qui est une forme de passeport de l'intérieur qu'il faut faire tamponner à l'entrée des villes, qui nous offre un visa pendant 1 ou 2 jours, et ensuite on est obligé de repartir. Donc c'est aussi, on est aussi entré dans une forme d'errance perpétuelle, où on ne peut pas se poser en fait, hein. Et un fichage par personne, individuel et collectif aussi par groupe ou par bande ou par tribu. On utilise aussi le terme de tribu à l'époque. Et donc tout ce fichage des nomades va contribuer à leur internement à partir d'avril 40. Et ils seront internés dans les camps de concentration français, ça c'est important, gardés par des Français, administrés par des Français, et ils seront libérés à l'été 46, après tout le monde, bien après la guerre, et parce que concrètement, juridiquement, on n'a plus le choix que de les libérer. Et à ce moment-là, déjà, au moment de la libération des nomades, le ministère de l'Intérieur va dire, écoutez, on doit les libérer, mais essayons de profiter des résultats heureux de leur internement, c'est-à-dire cette sédentarisation forcée, en tout cas de les avoir gardés sous contrainte pendant cette période-là, parce qu'il faut dire que cette mobilité des nomades, agrégée à leur particularisme culturel, a fait que on les a toujours détestés, rejetés et craints. Enfin, toujours. En gros, hein, il y a quand même toujours eu du rejet, même s'il y a toujours eu des gens qui aiment aussi les nomades, hein, on va pas non plus diaboliser, mais on les a toujours rejetés, en tout cas publiquement. Et donc, cette période de la Seconde Guerre mondiale, ça a été une période un peu, on va dire, heureuse pour les institutions qui ont pu garder sous leur coupe ces populations qui, historiquement, ont toujours aussi alimenté des fantasmes, notamment en temps de guerre, puisque leur mobilité faisait on les désignait comme des potentiels suspects pouvant renseigner l'ennemi. Voilà, donc de potentiels espions. Bon, ce qui est largement fantasmagorique, mais voilà, ça a toujours été comme ça. Et donc, en fait, déjà, on voit que publiquement, par le droit, on a toujours saisi les nomades par la race, quelque part. Et ensuite, après la guerre, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on rationalise ça, on peut plus garder ce statut racial, en fait, hein. Et donc, en 69, on élimine toute forme d'appréhension par la race et on repart sur une catégorie administrative, gens du voyage, qui se veut neutre et qui se veut viser, en fait, les personnes qui bougent, qui ont une mobilité, qui ont une certaine profession, un certain mode de vie, etc. Bon, des critères objectifs. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les anciens nomades deviennent les nouveaux gens du voyage et rien ne bouge. Et les carnets anthropométriques qui étaient ceux depuis 1912 se changent et transforment en carnets livrés de circulation. Donc, les seules choses qui changent dans les carnets anthropométriques, c'est qu'on n'a plus la mesure des membres. Cette anthropologie raciale qui existait dans les carnets anthropométriques disparaît et on est sur quelque chose de plus neutre, on va dire, en termes d'appréhension physique. Donc voilà, mais on reste vraiment dans un régime d'exception avec un régime complètement discriminatoire qui fait que les nomades en pratique, enfin les gens du voyage du coup maintenant en pratique n'ont pas accès à la citoyenneté. C'est-à-dire que on leur dit vous êtes français, vous êtes des gens du voyage français, oui, ok, mais ils n'ont pas de carnet d'identité. Bien souvent, ils ont juste un carnet forain, un livret de circulation, donc quand même déjà qui est un outil de contrôle et de fichage. Hein, faut pas oublier, hein, il fallait continuer à pointer au commissariat tous les 3 à 6 mois quand on était voyageur, et ce jusqu'en 2012. C'est très récent, hein. Moi, j'ai connu ma famille qui pointait jusqu'en 2012 au commissariat. Enfin, je veux dire, et aujourd'hui, on continue à pointer pour différentes raisons, mais pas au commissariat, mais on pourra en reparler après. Mais donc, il y a toujours eu cette forme de fichage et cette appréhension ethnique. Parce que, en fait, la pratique administrative qui désignait finalement qui sont les gens du voyage, c'était les mêmes qui désignaient qui étaient les nomades avant. Donc, on a continué à appréhender par la race, quelque part, à tel point que dans les années 80-90, quand on a commencé à avoir des formes de sédentarisation de plus en plus importantes parce que il devenait de plus en plus compliqué de voyager, donc des gens du voyage se sont mis à ne plus voyager, eh bien on a créé des catégories administratives parallèles, notamment de gens du voyage sédentaires ou semi-sédentaires. Donc c'est aussi montrer, finalement, s'ils sont sédentaires, ils ne sont plus gens du voyage. Donc, pourquoi on continue à les appeler gens du voyage sédentaires? Si ça, c'est pas de l'appréhension ethnique, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais on continue à le faire encore aujourd'hui, hein. On est incapable de se sortir de cette vision ethnique, en fait, hein.
Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en 2000, quand on a créé la nouvelle loi Besson, donc la loi qui encadre en fait l'accueil des gens du voyage, donc le 5 juillet 2000, on introduit un article premier dans la loi qui dit bah, les gens du voyage sont toutes les personnes vivant en habitat mobile traditionnel. Et ce terme de traditionnel, pour un juriste, c'est effrayant parce qu'on ne peut pas le définir. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement traditionnel? Ben, ça veut dire une forme d'héritage familial. Donc on retombe encore dans une appréhension ethnico-culturelle et on s'en sort pas. Et donc c'est ça qui est important de comprendre. Il faut vraiment comprendre ce cadre-là parce que si on ne l'entend pas, ça, on ne peut pas comprendre les origines de l'antiziganisme. L'antiziganisme, c'est pas qu'une question de mode de vie. C'est pas qu'une question de rejet du mode de vie. Ça a toujours été une question raciale. Toujours. Et qui a toujours dépassé le racial, évidemment. Et parce qu'elle dépasse le racial, elle est difficile à appréhender. C'est comme lorsque l'on parle, alors c'est pas la même chose, mais quand on parle d'antisémitisme, le mot, il est vraiment polysémique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhensions, d'approches différentes de l'antisémitisme et d'expressions différentes de l'antisémitisme. Et ben, c'est un point commun avec l'antiziganisme. En tout cas, il y a ce point commun. C'est-à-dire que l'antiziganisme, il a une pluralité d'expressions et une pluralité de fondements. Et donc, il dépasse le seul racisme, mais il est indissociable du racisme. Il s'ancre vraiment dans cette question du rejet de la race, du rejet de l'autre. À tel point que, en même temps qu'existait un statut de nomade en France, il faut préciser qu'en Allemagne existait une catégorie raciale de tziganes. Et que ce statut français et cette catégorie, et cette statut racial allemand, en tout cas nazi, ont vécu ensemble, hein, sur la même période, et qu'il y a eu des nomades français déportés comme tziganes par les Allemands en Europe de l'Est. Il y en a eu quelques centaines. Donc, il y a jamais eu aucun mal pour les nazis allemands de faire le transfert entre nomades et tziganes. Hein. Ça a jamais posé de problème. Pas non plus pour les Français. Donc, on a quand même deux catégories qui, quoi qu'on en dise, quelle que soit la façon dont elles ont été construites, correspondent comme deux pièces d'orfèvrerie. Donc voilà, c'est important de resituer ce contexte-là pour comprendre que l'antiziganisme, c'est pas qu'une question de rejet de mode de vie, c'est aussi et surtout peut-être avant tout une question de rejet de la race. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis. Et moi, il y a un exemple que je trouve très parlant actuellement. C'est la mode de tout ce qui est van life, de tout ce qui est entrepreneuriat nomade, qui est très, très vanté sur Internet, où tu vois des jeunes qui décident de partir très souvent en Asie pour vivre de leur contenu en ligne, ou alors des gens qui vont s'acheter un camion qui vont retaper, dans lequel ils vont vivre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des sédentaires, en fait, se permettent d'adopter ce mode de vie-là, mais ça ne pose pas de souci. Au contraire, c'est quelque chose qui est revendiqué et auquel seulement une élite peut accéder, quoi. C'est intéressant, tu vois, même de façon très objective, parce que quand on parle d'antiziganisme, c'est vrai que, ou quand on parle de racisme hein, de manière globale, tu as des gens qui sont crispés en face. C'est toujours, surtout dans le contexte alors européen et en particulier dans le contexte français où tu as quand même cet arrière-fond d'universalisme républicain, égalité entre tous les hommes, etc. Bon, qui est un vernis. Hein, quand on gratte un peu, on se rend compte que l'histoire de France, c'est quand même un petit peu différent de ce qu'on affiche aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu différent des valeurs, en tout cas, dont on se prévaut aujourd'hui. On revient sur cette dissonance cognitive hein, que je te parlais tout à l'heure. Et donc, moi, j'aime bien appréhender les choses de façon très objective. Aujourd'hui, en France, on a 1400 ou 1358, un peu plus, aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Et à côté coexistent des milliers d'aires de camping-car et de campings municipaux, qui ont toutes trois, en fait, tous ces trois équipements ont finalement la même vocation, accueillir de l'habitat mobile. Alors, on a fait une distinction dans le droit entre habitat mobile permanent et habitat mobile de loisirs, voilà, parce que c'est, à un moment donné, on se rendait bien compte qu'il y avait un problème, mais quoi qu'il en soit, ce sont des terrains qui sont faits pour accueillir donc des caravanes, des mobil-homes, des camping-cars, etc. Et c'est intéressant de voir que, en fait, dans la pratique, ces espaces sont complètement imperméables les uns aux autres et que les gens du voyage ne peuvent pas accéder aux campings municipaux et aux aires de camping-car. Alors que finalement, ça pourrait être des offres complémentaires qui viendraient effectivement pallier le manque de place, notamment en aire d'accueil, puisque on rappelle que après 30 ans, plus de 30 ans de loi Besson, donc de loi sur l'accueil, seuls 25 départements sur 95 en France respectent leurs obligations en termes de construction d'aires d'accueil. Donc on est vraiment très loin du compte. Bon bref, on pourrait espérer donc se dire les aires de camping-car et les campings municipaux viendraient compléter l'offre d'aires d'accueil et puis permettraient à certaines familles de voyageurs de s'y installer comme finalement tout un chacun. Alors, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que jusque dans les années 90, fin des années 90 et encore aujourd'hui même, des fois on en découvre, on avait des campings municipaux avec des règlements intérieurs qui explicitaient noir sur blanc interdiction aux gens du voyage. Les gens du voyage n'avaient pas le droit d'entrer. Bon, évidemment, petit à petit, les associations ont fait un petit peu supprimer ces dispositions discriminatoires dans les règlements intérieurs, et ça s'est transformé en interdiction des caravanes double essieu.
Donc celle avec quatre roues. Techniquement, on ne sait pas pourquoi, parce que par ailleurs, il y a bien des camping-cars avec quatre roues qui rentrent dans les campings municipaux, hein. Mais la caravane double essieu, voilà, techniquement, bon, mystérieusement, c'est interdit. Bon, c'est évidemment pourquoi, hein, parce que quand vous allez sur le site de la Fédération française des camping-caristes et caravaniers de France, ils vous écrivent noir sur blanc, on interdit, pouvons interdire les gens du voyage. Et si vous n'êtes pas gens du voyage et que vous avez une caravane double essieu, écrivez-nous, on vous fera de l'attestation. Voilà, donc ça va jusque-là dans la pratique, en fait, pour vraiment séparer les gens du voyage et sédentaires qui voyagent. Et c'est pareil dans les aires de camping-car. C'est pas accessible aux gens du voyage. À part si on a un voyageur isolé avec un camping-car qui effectivement peut accéder, mais voilà, une caravane, ça rentrera pas. Donc là, pour le coup, on dit, bah, caravane, camping-car, c'est pas la même chose. Voilà, objectivement, on peut le justifier. Mais alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir, donc, au-delà de cette séparation des publics, parce que il faut aussi dire que dans les aires d'accueil, même s'il y a quelques personnes en habitat mobile qui y accèdent et qui sont pas voyageuses, souvent ce sont des gens très très précaires et qu'on laisse accéder, qu'on laisse aux marginalités en fait, hein, accéder aux aires d'accueil. Mais globalement, c'est quand même très hermétique aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir la localisation de ces différents terrains. Parce que les aires d'accueil, elles sont toutes localisées à côté d'usines, exclues de la ville, de zones artisanales, d'autoroutes, etc. À l'inverse des campings municipaux et des aires de camping-car qui, pour le coup, sont toutes localisées à proximité de sites d'intérêt touristique, le bord de mer. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes zones et c'est très saisissant de prendre une cartographie et de placer les points des aires de camping-car et campings municipaux et à côté de regarder celles des aires d'accueil. Objectivement, c'est imparable. C'est imparable. On voit tout de suite la distinction et on voit tout de suite comment elles ont été localisées les unes les autres. Il y a même eu des cas, moi je suis tombé sur des cas de villes où 10 ans auparavant, la mairie refusait de construire une aire d'accueil parce que vous vous rendez compte, une aire d'accueil dans notre ville avec 12 emplacements pour des caravanes, ça va générer un trouble à l'ordre public qui sera impossible à gérer, blablabla, et qui, 10 ans après, construisent leur aire de camping-car en plein centre-ville pour 40 camping-cars. Avec, encore une fois, cette dissonance cognitive, même dans la parole publique. Donc, on a vraiment deux distinctions. On est capable, aujourd'hui en France, d'accueillir de l'habitat mobile. On est capable de trouver des zones d'habitat pour l'habitat mobile, puisque on est capable de créer des terrains de camping avec des mobilhomes qui restent fixes, etc. Donc, on sait faire. On le fait quand il s'agit de nous, des gens du surplace qui voyagent. On est capable de leur organiser leur vie, on est capable de gérer ce fait social-là convenablement, en discussion, de construire des espaces chaleureux qui vont profiter à tout un chacun, etc. Mais quand il s'agit des gens du voyage, on ne sait plus faire, c'est compliqué, on n'a plus de réserve foncière, c'est trop difficile à gérer, ça fait fuir les gens ont peur, etc., etc. Voilà, on a vraiment cette appréhension complètement différente, avec en plus une réappropriation de la culture voyageuse par des gens du surplace qui voyagent, qui se réapproprient cette culture voyageuse, paradoxalement, dans le même temps où on a des gens du voyage qui sont contraints à la sédentarisation. C'est ça, et qui le vivent terriblement. Enfin, je veux dire, les familles de voyageurs sont contraints à la sédentarisation, pour elles, c'est synonyme de dépression, c'est synonyme de dépréciation personnelle. Enfin, il y a des drames assez importants, assez terribles. Moi, tous les jours, j'ai des gens au téléphone qui expriment plus que de la nostalgie, qui expriment une forme de tristesse et qui se répercutent dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire cette tristesse, en fait, génère de l'alcoolisme, génère plus de marginalité. Enfin, voilà, ça a vraiment des répercussions concrètes, quoi. Et dans le même temps où on sédentarise les voyageurs, parce qu'on ne veut plus les voir, eh ben, on a ces gens du surplace qui se réapproprient cette culture et qui en font quelque chose de vivable. Et c'est-à-dire que, en fait, on se rend compte que depuis tout ce temps, on était largement capable de créer des villes où tout le monde peut vivre ensemble, avec des espaces communs, etc., mais que on ne l'a pas fait et que aujourd'hui qu'on le fait, on a des espaces communs qui sont quand même, enfin, qui sont concrètement dont l'usage est racial. C'est-à-dire que si vous êtes voyageur, vous n'y accédez pas. Et ça s'exprime concrètement dans le territoire. C'est pas une question de fantasme, d'analyse, etc. Ce sont des données objectives. Prenez une carte, placez les points des aires de camping-car et des campings municipaux, placez les points des aires d'accueil, faites la différence, faites la comparaison et vous verrez de quoi je parle. C'est ça qui est assez important. Des fois même, on a des villes avec des campings municipaux, avec des aires de camping-car, et à l'entrée de la ville, on a un panneau interdit aux gens du voyage. Et ça, si vous voulez, qu'est-ce qui justifie finalement? Quelle est la différence entre un gens du voyage et un gens du surplace qui voyage? Vous allez me dire, il y en a qui voyagent en groupe, c'est leur mode de vie, machin. Mais
concrètement, techniquement, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas en fait, hein. On est sur la même chose, on est sur un fait social qui est assez similaire en fait, techniquement, qui pourrait être encadré de la même façon, ou en tout cas qui pourra avoir un socle commun d'encadrement. Mais parce que il est impensable dans la tête des gens du surplace qui voyagent de se dire je vais finir dans un terrain de camping avec pour voisins des gens du voyage qui me font peur, eh bien ça ne se passe pas. Et on ferme les yeux, on continue cette hypocrisie française de dire, ah, les gens du voyage, on veut les faire entrer dans le droit commun, on veut qu'ils deviennent des citoyens, on veut en finir avec cette appréhension ethnique qu'on a depuis des siècles en France, et qui paradoxalement se perpétue toujours dans la pratique administrative. Ça, c'est très intéressant. Ça fait la transition avec la question que je voulais aborder maintenant, qui est le rôle des associations et la notion de contrôle aujourd'hui telle qu'elle peut s'appliquer. Donc, pour rappel, on n'a plus de carnet de circulation depuis 2017, mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait de nouvelles formes de contrôle qui s'exerçaient sur cette population. J'ai la sensation que le rôle des associations, il est quand même assez trouble et assez ambivalent là-dedans, c'est-à-dire que une association qui est au contact des voyageurs, malgré tout, elle reste financée par les pouvoirs publics, peut-être aussi dans une optique de contrôle, et donc il y a ce rôle de médiation qui est là, mais enfin voilà, qui est un petit peu complexe à mener. Quelles sont pour toi aujourd'hui les nouvelles formes de contrôle qui s'exercent sur les gens du voyage? Alors ça, pour le bien le comprendre, faut se replacer dans le quotidien d'un voyageur. Prenons un voyageur qui n'a pas de propriété privée, donc qui n'a pas de chez lui, à lui. Donc c'est un voyageur qui concrètement va être jamais chez lui. C'est-à-dire il va toujours être dans une forme d'accueil. On le considérera toujours comme accueilli, quand bien même ça fait 3 ou 4 siècles que sa famille est sur le territoire de la commune. Il continuera à être considéré comme accueilli. Donc ce voyageur-là, il va demander, enfin il va chercher un espace où se poser, et on va lui dire, eh bien écoute, sur notre territoire, il n'y a qu'un seul espace où se poser, c'est l'aire d'accueil. Ok, il demande s'il y a de la place sur cette aire d'accueil. Oui, il y a de la place, voilà, aujourd'hui on a de la place en ce moment, donc tu peux y aller. Il va y aller, il va signer une convention d'occupation. Cette convention-là d'occupation, elle dure 3 mois. Et au bout de 3 mois, il sera obligé de partir. Parce que s'il ne parle pas, il va se mettre en défaut, en illégalité, sur cette aire d'accueil qui est pourtant le terrain réservé pour les gens du voyage. Donc il sera obligé de partir. Et donc au bout de 3 mois, donc finalement il a signé cette convention, il est assigné à cet espace, pas aller ailleurs, hein. Et au bout de 3 mois, il se dit bah il va falloir que je parte. Sauf que la première aire d'accueil à proximité est à 60 km. Et que lui, bah, ses enfants, ils sont scolarisés là, comment il fait? Eh ben, il déscolarise, il part, il va à 60 km. Alors des fois, on lui dit, bah non, parce que les enfants scolarisés, on peut vous renouveler 2 fois les 3 mois. Comme ça, vous avez à peu près l'année scolaire et puis ensuite vous partez. Donc déjà, en fait, l'assignation au lieu est une forme de contrôle. C'est-à-dire que quand on a concrètement sur un territoire, prends par exemple un territoire en Seine-et-Marne, à l'échelle d'une collectivité, donc une communauté de communes. Alors je prends souvent cet exemple-là, la communauté de communes de Nemours. Donc c'est en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Et donc la communauté de Nemours, communauté de communes de Nemours, il y a environ 250 km². Donc c'est quand même assez vaste, etc. Et dans ces 250 km², il y a 2 aires d'accueil. C'est les 2 seules de la communauté de Nemours qui respectent ses obligations. Donc elle a construit ce qu'il fallait aux yeux de la loi. 2 aires d'accueil qui se font face l'une l'autre, qui sont dans une zone industrielle et qui se font face l'une l'autre parce qu'elles sont toutes les deux situées à la frontière des 2 communes voisines. Donc elles se font face l'une l'autre. Donc en fait, sur ce territoire de 250 km², avec ses richesses, ses différents paysages, sa topographie qui peut être différente d'un espace à l'autre, son accès au territoire différent d'un espace à l'autre, ses caractéristiques différentes sur 250 km², il y a quand même beaucoup de choses à voir, hein. Eh bien, on n'a que 2 parkings qui se font face l'un l'autre. Donc, il y a concrètement dans ce territoire des voyageurs qui font 3 mois dans une aire d'accueil, et puis qui changent, et qui vont dans l'autre, et qui font 3 mois, et qui changent, et qui vont dans l'autre, et qui font 3 mois et qui changent, et ils font ça toute leur vie. Et donc ces personnes-là, toute leur vie, elles seront considérées comme accueillies, alors qu'elles sont habitantes du territoire, qu'elles payent un loyer sur l'aire d'accueil, mais elles n'auront jamais rien d'autre qu'une convention d'occupation, elles seront toujours considérées comme des occupants. Et cette assignation au lieu, c'est une forme de contrôle, parce que on les fait signer à chaque fois, on sait où ils se trouvent. Moi, par exemple, ma mère a décidé d'acheter un terrain constructible en Bretagne, et pendant la construction de cette maison, elle a stationné sa caravane dans son terrain, ce qui est autorisé par les règles d'urbanisme, le temps des travaux, et donc elle l'a fait, sauf que, indubitablement, elle s'est pris une pétition dans le quartier pour faire dégager les gitans du quartier, les manouches, voilà, c'était ça dans la pétition. Donc, visite du maire, de la police, etc. Et en fait, à un moment donné, on lui dit, Madame, vous êtes une gens du voyage, vous êtes voyageuse. Ma mère répond, non, je ne suis pas une voyageuse, parce qu'elle sait que si elle répond oui, c'est le début des emmerdes. Elle était déjà dans le début des emmerdes. Elle répond non, je ne suis pas une voyageuse. Mais si, madame, vous étiez sur l'aire d'accueil de Lannion, qui se situe dans une autre collectivité,
il y a un mois de ça. Comment le savent-ils? Donc, officiellement, pas de fichage, pas de liste, mais officieusement, ça se sait. Voilà. Alors, mystère, hein. Mais donc, on a cette continuité. Et le fait on se rend pas compte à quel point le fait d'être assigné à des lieux qui sont marqués gens du voyage vous fiche constamment. Ensuite, il y a un autre fichage qui est celui de la domiciliation. Parce que les gens de voyage doivent se domicilier quelque part. Donc, soit ils se domicilient dans des centres sociaux, ou CCAS, donc communaux, hein, le plus souvent. Tous les CCAS ne font pas de la domiciliation aussi. Même si c'est obligatoire, on se rend compte qu'encore beaucoup de CCAS ne prennent pas les voyageurs. Parce que ce ne sont pas des habitants de la ville, parce qu'ils ne sont pas localisés à l'année dans notre ville, donc on ne les prend pas. On a ensuite des associations qui effectivement vont faire la domiciliation, mais toutes ces associations qui font de la domiciliation ne prennent pas les gens du voyage. Par exemple, à Marseille, hein, j'ai eu l'exemple il y a 2 semaines, une famille qui n'avait pas d'association pour se domicilier et qui s'est retournée vers le Secours catholique qui fait de la domiciliation, mais qui leur a dit non, vous êtes gens du voyage. On ne fait pas les gens du voyage au Secours catholique à Marseille. Donc, évidemment, ils ont un peu insisté, on leur a parlé de discrimination et puis ça s'est réglé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très difficile de trouver des associations qui font de la domiciliation ou des structures qui font de la domiciliation pour les gens du voyage. Donc, il n'est pas rare, par exemple, qu'un voyageur soit domicilié dans le 15e arrondissement à Paris ou à Montpellier ou à Lyon et que le reste de l'année, il voyage, il n'est pas sur ce territoire-là. Parfois même, ils sont domiciliés dans des endroits parce qu'ils ne trouvent aucune structure de domiciliation à côté de chez eux, et donc ils vont se domicilier à 500 km, sauf que il faut pointer dans ces structures de domiciliation. Il faut venir chercher son courrier, parce que c'est là qu'on reçoit son courrier. Il faut venir dire qu'on est toujours gens du voyage et dire qu'on veut toujours se domicilier là. Il faut pointer quelque part, et c'est une forme de contrôle qui continue de cette forme-là. Il y a ensuite une autre forme de fichage, mais à chaque fois, ça ne paraît pas des fichages policiers. Hein. On ne parle pas de fichage policier, là, on parle de fichage du quotidien qui font que vous êtes toujours contrôlé, quels que soient vos déplacements et quel que soit là où vous êtes. Un autre type de fichage, c'est l'école, qui est un formidable outil de fichage aussi, hein, qui est utilisé comme tel, avec depuis l'année dernière et la loi sur les séparatismes qui a été votée en 2000, alors je sais plus quelle année, je crois 2019 ou 2020, je sais plus. 2021, il me semble. 2021, voilà. Cette loi sur les séparatismes, elle prévoit un volet sur la question de l'école. Et elle dit, les personnes qui veulent faire l'éducation en famille, donc qui veulent en fait enlever les enfants de l'école et faire l'éducation en famille, devront justifier d'un certain nombre de choses, etc. Bon, cette loi, elle a été faite pour dire de contrer, on le sait très bien, les formes de dérivés d'islam radical en France. En tout cas d'extrémisme religieux et surtout d'extrémisme islamiste. Mais elle touche directement les voyageurs, puisque le CNED, donc l'organisme qui scolarise à distance, a renforcé ses conditions d'attribution en demandant aux familles de justifier de leur mobilité, donc du fait qu'elles ne puissent pas placer les enfants dans l'école, par une déclaration sur l'honneur. Donc on se dit, bon, c'est cool, une déclaration sur l'honneur. Oui, mais les gens du voyage doivent en plus prouver avec des papiers qu'ils voyagent. Et là, ça devient compliqué. Parce que quel papier? On ne sait pas. Le CNED n'a pas donné des illustrations. Donc, alors les gens fournissent des tickets liés au marché, quand ils font les marchés, qui font plusieurs marchés. Différents papiers d'inscription des enfants à l'école primaire, parce que quand on arrive dans un village, on essaye d'inscrire, etc. Et donc, le CNED, aujourd'hui, contrôle l'itinérance des gens du voyage et leur demande de justifier de cette itinérance. Donc, encore une forme de contrôle. Et finalement, tout ça, cumulé, fait que les voyageurs sont systématiquement contrôlés. Ensuite, on parlait du rôle des associations. Et là, en fait, il faut comprendre le paysage associatif. Dans l'associatif français, qui tourne autour des gens du voyage, il y a plusieurs types d'associations. Il y a historiquement des associations dites amies des tziganes, qui se sont constituées à partir des années 50-60, autour de deux pôles idéologiques. Un premier pôle catholique, autour de l'Église, hein, et un second pôle, on va dire laïque, mais très empreint de paternalisme. C'est-à-dire que, en gros, on disait, voilà, il faut que nous, sédentaires, on devienne des lumières pour ces gens du voyage et qu'on les civilise, hein, même si c'est pas toujours les termes qui étaient utilisés. Par exemple, en 49, on parlait de redresser les populations d'origine nomade. Voilà. Bon, ça revient plus ou moins au même. Donc, ces associations-là se sont créées, historiquement, elles se sont développées comme telles. Elles ont aujourd'hui des résurgences, hein, elles ont fait des petits, des enfants qui sont perdurés et qui aujourd'hui constituent la majorité des associations en France qui œuvrent aux côtés des gens du voyage, qui ont beaucoup changé quand même depuis ces années, c'est-à-dire que ce côté paternaliste, on fait sans les voyageurs, etc., tend petit à petit à disparaître, en tout cas tend à se réduire. Hein. Donc on a aujourd'hui des associations avec des voyageurs dans les conseils d'administration, ce genre de choses, mais quand même globalement, l'ensemble des salariés ne sont pas des voyageurs pour la plupart.
Et aussi, encore aujourd'hui, on a des associations qui n'intègrent aucun voyageur dans leur structure de gouvernance et dont tous les salariés sont pas voyageurs et donc qui travaillent un peu, entre guillemets, au service des voyageurs. Bon, ces associations-là, au niveau d'un territoire, on leur demande de faire du travail social auprès des voyageurs, on leur demande de faire de la domiciliation parfois, on leur demande aussi de servir d'intermédiaire et surtout de servir d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et les voyageurs. Parce que, historiquement, pouvoir public et voyageurs, ils sont dans des situations, souvent dans des situations conflictuelles. En tout cas, c'est l'image qu'on s'en fait à la tête de l'État. Donc, on leur demande toutes ces choses-là. Elles sont par ailleurs financées directement par les collectivités locales. Et on sait que lorsque les voyageurs sont en conflit avec un gestionnaire d'aire d'accueil, avec une personne publique, en général, c'est un conflit directement avec la collectivité en question. Donc, ce sont des associations qui doivent aider les voyageurs et qui se retrouvent souvent avec des conflits entre voyageurs et collectivités et elles doivent défendre les voyageurs, mais elles sont financées par la collectivité. Comment elles font? Ben, elles font pas. Voilà. Et donc concrètement, sur les territoires, on se retrouve avec des associations dont le seul but, petit à petit, est d'expulser des gens du voyage. C'est-à-dire de servir de main-d'œuvre sur les territoires pour, quand on a un voyageur qui reste trop longtemps sur une aire d'accueil, aider à l'expulsion, etc., etc. Bon, ils font pas que ça, évidemment, et ce serait caricatural de dire qu'elles fonctionnent toutes comme ça, mais on a quand même des associations qui ont ces dérives et avec aussi parfois même des salariés qui sont dans des formes conflictuelles de relations avec les voyageurs. Ça arrive. Alors après, il faut quand même préciser que la majorité des associations ont quand même des salariés qui ont une fibre associative et sociale, qui ont envie vraiment d'aider des familles de voyageurs, qui développent des liens très forts avec ces familles-là, donc qui deviennent intimes, etc., et qui aident concrètement au quotidien les voyageurs sur plein de plans. Et là, c'est là que mon propos devient intéressant, c'est-à-dire que on a ces associations-là qui, paradoxalement, en fait, jouent un rôle essentiel auprès des voyageurs parce qu'elles sont souvent les seuls interlocuteurs vers qui se tourner, les seules personnes qui les aident aussi à faire les papiers, à faire tout un tas de choses, à scolariser, à connaître leurs droits, etc. Et paradoxalement, elles les entretiennent dans une forme de marginalité. Parce que ces associations-là, on leur demande de faire du travail social spécifique aux gens du voyage, avec des dispositifs spécifiques pour les gens du voyage. Et donc, les voyageurs sont toujours dans du spécifique à part. Je prends un exemple sur la question de la prévention de la santé. Je suis allé la dernière fois dans la ville de Bourges. Je vois des personnes manifestement dépendantes de la drogue sur les aires d'accueil. Je pose la question de savoir s'il y a de la prévention qui est faite sur les aires d'accueil. On m'explique que à l'échelle de la ville, il y a, alors pardon, c'était pas à Bourges, c'était à Nantes. On m'explique qu'à l'échelle de la ville, il y a des associations qui font de la prévention, mais qu'elles n'interviennent pas sur les aires d'accueil parce qu'on laisse cette prévention aux associations qui, elles, interviennent sur les aires d'accueil. Donc, en fait, on a des dispositifs de droit commun qui ne bénéficient pas aux voyageurs parce qu'on dit, ben non, finalement, là, c'est spécifique genre du voyage, donc on va laisser l'association faire. Alors que l'association n'est pas spécialiste en prévention de lutte contre les drogues. Et ben, c'est systématiquement la même chose, mais pour toutes les politiques publiques. Pour l'école, pour les questions administratives, pour les questions de droits sociaux, tout est spécifique. Ce qui fait que ces associations-là, qui ont quand même un rôle bénéfique, paradoxalement, elles enferment aussi les voyageurs dans une forme de marginalité. Et aussi, parfois, il y a des formes de dérive où, eh bien, effectivement, elles servent de bras armés aux collectivités locales et elles se transforment concrètement en flics. Ça, c'est les trois chemins, entre guillemets, que prennent ces associations-là, possibles, hein. Et ensuite, on a un autre type d'associatif qui est l'associatif voyageur, qui est vraiment marginal. C'est peu d'associations en France qui se sont développées à partir des années 80 avec comme discours de fond, on va se ressaisir de notre narratif, on va se ressaisir de notre histoire, de notre lutte et on va se défendre nous-mêmes. Voilà, donc c'est typiquement des associations comme celle dans laquelle je suis délégué général, hein, à l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Mais il y en a d'autres. Elles sont peu nombreuses. Elles siègent en général à la Commission consultative nationale des gens du voyage, qui est une instance de consultation comme son nom l'indique, donc absolument pas une instance de décision. Et elles sont extrêmement peu visibles dans l'espace public, très peu connues, et parfois même assez peu connues de certains voyageurs. Donc il y a encore beaucoup de voyageurs qui découvrent la NGVC, même si c'est une association qui a 30 ans et qui a des implantations locales très fortes, on découvre que voilà, c'est pas toujours simple de faire vivre cet associatif-là. Donc en fait, on a plusieurs paysages dans l'associatif voyageur. Et ensuite, il y a un dernier point, c'est les GIP, les groupements d'intérêt public qui se sont développés sur cette question de gens du voyage ces dernières décennies. Il y en a par exemple deux assez connus, celui de Rennes et celui de Seine-et-Marne, et qui se sont développés pour des choses différentes. Par exemple, à Rennes, c'était vraiment pour une question de rationalisation de l'accueil, de maîtrise de la gestion des aires d'accueil, etc. Donc, c'est un GIP qui s'est développé avec des actions, on va dire, sociales, voilà, de gestion, etc., qui sont réputées pour être plutôt bienveillants à l'égard des voyageurs. Et la situation rennaise est réputée pour être
une des meilleures en France pour l'accueil des gens du voyage. Et à l'inverse, on a des GIP, donc toujours ces groupements, qui se sont développés par exemple en Seine-et-Marne et qui ont été créés pour contrer l'installation illicite. Donc vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'installation illicite, qu'on arrive à faire dégager rapidement les gens du voyage des territoires, etc. Et là, qui sont d'une sévérité hors norme et qui ont développé voilà des techniques imparables pour faire dégager les gens du voyage et qui ont cette vocation principale et ensuite des vocations annexes d'accompagnement social, etc. Mais dont finalement le mécanisme n'est pas le même. Donc on a toutes ces formes de structures qui s'agrègent en plus aux gestionnaires privés. Parce que en fait, les aires d'accueil peuvent être gérées soit par des collectivités publiques en direct, et donc des fonctionnaires, soit par des gestionnaires privés, qui sont des sociétés qui, au début des années 2000, sont soudainement devenues des sociétés spécialistes en gitan, spécialistes dans la culture tzigane, des grands spécialistes, et qui ont eu pour particularité, en tout cas qui ont fait leur succès sur plusieurs points, notamment le fait de gérer les aires d'accueil avec des gardiens qui étaient d'anciens militaires, voilà, des gens un peu costauds quoi, pour gérer les gens du voyage, et aussi la création de différentes formes de sécurisation des aires d'accueil. Alors, de télégestion des fluides, c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui dans une aire d'accueil, on prépaye sa consommation d'énergie, parce que évidemment, vu que tous les gens du voyage sont des voleurs, bah, il faut bien les faire prépayer, hein, c'est un peu ça la logique. Donc on paye 50 euros d'électricité, on consomme et ça se coupe. Concrètement, ça fonctionne comme ça. Donc elles ont développé ce système-là, c'est des sociétés, donc elles ont fait leur richesse là-dessus. Et ensuite, elles sous-vendent également des formes de sécurisation des aires d'accueil. Donc ça va être de la vidéosurveillance, du blindage, de l'AR anti-intrusion, etc., etc. Donc toutes ces choses qui font que l'aire d'accueil se transforme en camp retranché et qui parfois n'a plus grande différence entre une aire d'accueil et une prison, avec des pratiques en plus qui sont pas terribles très souvent. Donc voilà, avec des sociétés de gestion qui là aussi offrent différents visages, hein. On parle là des mauvaises pratiques, mais il y a aussi des bonnes pratiques dans ces sociétés de gestion. Mais voilà, ce sont aussi des personnes qui sont au contact des voyageurs et qui finalement forment un entourage très particulier pour les gens du voyage qui vivent sur les aires d'accueil, qui sont à la fois constamment maternés, quelque part, parce que toujours la moindre chose, il faut passer par le travailleur social, et à la fois constamment encadré, surveillé, réprimandé, expulsé, contrôlé, etc., etc. Il fait qu'il y a beaucoup de voyageurs qui disent on est en semi-liberté. Ça revient tout le temps. Ou alors des vieux qui disent bah, c'est quoi la différence entre là et les camps de concentration? Évidemment, il y a une différence, mais concrètement, c'est vécu comme ça. J'ai eu un ado qui m'a répondu à l'issue du confinement. Je lui ai demandé comment ça s'était passé et il m'a répondu, bah, tu sais, quand on est voyageur, on est confiné toute l'année. Et Ouais. j'ai trouvé cette phrase très très forte venant d'un ado de 14 ans. Il a quand même bien analysé la chose, mais c'est vrai, ça revient constamment. Je donne un exemple parfois. Si on prend l'aire d'accueil de Petit-Quevilly, à côté de Rouen, à côté de l'usine Lubrizol, justement, le fonctionnement de la douche, donc il y a une douche, il y a deux douches pour 75 familles. Autant vous dire que voilà, ça c'est l'équipement haut de gamme de l'aire de Petit-Quevilly. Puis autant vous dire que c'est pas des douches d'hôtel, hein. Donc ces deux douches-là, elles étaient ouvertes 2 heures par jour, sur présence du gardien, donc du gestionnaire qui est appelé gardien par les voyageurs. Là aussi, c'est assez significatif. Bon, alors après, évidemment, les familles trouvaient des parades et puis pour beaucoup ont des douches dans leur caravane. Mais pour dire, notre exemple, mon frère qui part sur une aire d'accueil parce que son terrain est inondé et donc il se retrouve sur l'aire d'accueil de 15 voisins avec sa caravane dans le 77. Il arrive le vendredi et il dit, bah voilà, moi je veux repartir le lundi, je reste que le week-end, le temps que l'eau parte de mon terrain, etc. Et la gestionnaire, la gardienne, se met en arrêt maladie. Le lundi, il vient, il veut sortir, sauf qu'elle a fermé le portail de l'aire d'accueil en partant. Donc impossible de sortir. Il a fallu menacer de détruire le portail pour enfin avoir quelqu'un qui vienne. Mais concrètement, au début, quand il demandait, on lui offrait aucune solution. On lui disait, bah, vous restez sur l'aire, en fait, hein. Vous restez enfermé. Donc vous pouvez sortir à pied et vous pouvez pas sortir les véhicules. Et ça, on retrouvait plein de fois ce cas de figure. On avait des aires d'accueil qui, par exemple, le gardien partait, fermait l'accès véhicule en partant et revenait le lendemain matin. Et toute la nuit, bien, vous avez des gens qui étaient enfermés sur l'aire. On a des aires aussi qui ont des dispositifs anti-caravane, c'est-à-dire qui à l'entrée mettent des plots en béton automatisés, des herses anti-intrusion, etc. pour pas que les caravanes rentrent quand le gardien n'est pas là. Et quand il y a un feu, ben, on se rend compte que ça empêche les camions de pompiers de passer. Donc on a frôlé le drame là, il y a 6 mois de ça ou un an de ça à Lille, parce qu'il y a eu des caravanes qui ont pris feu et les pompiers n'ont pas pu rentrer. C'est les habitants qui ont éteint le feu. Il y a tout un tas de pratiques comme ça qui font que ben, effectivement, on se sent confiné, gardé. William, c'est passionnant et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je te propose qu'on aille vers la fin de cet entretien. J'ai encore une dernière question à te poser que j'aime poser à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais?
Au niveau des gens du voyage, au niveau de cette problématique-là, en tout cas, je pense que le chemin, il a pris une direction qui est aujourd'hui difficile à faire changer. Cette direction, c'est celle de la sédentarisation contrainte des voyageurs, et donc petit à petit d'une disparition d'un mode de vie et d'une forme d'assimilation un peu forcée. Bah, si j'avais le pouvoir de faire changer les choses, déjà, je ferais changer les configurations de la ville et la configuration des espaces où on accepte les gens du voyage. Voilà, ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir au niveau de la ville. C'est pas un truc idéal, hein, c'est pas un truc qui est incroyable ce que je propose, mais c'est juste de dire, bah, en fait, cette forme de mode de vie, c'est un patrimoine commun. C'est-à-dire que ça appartient pas que aux gens du voyage. Aujourd'hui, quand on porte atteinte aux droits des gens du voyage, on porte atteinte à des tas de personnes derrière. Quand on entend les vanlifers là, qui se plaignent à la télé parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre leur van comme ci, comme ça, à cause des règles d'urbanisme, etc., c'est parce que des règles d'urbanisme ont été créées contre les gens du voyage et qu'ils en pâtissent. Donc, moi, je veux dire, c'est que on est capable de réfléchir la ville autrement, que le mode de vie itinérant n'est pas un mode de vie passé, c'est un mode de vie qui continue de vivre et qui continuera de vivre et qui aura plein de modalités d'expression. Et donc, on peut penser la ville ensemble. Voilà. Déjà, si on arrive à penser les espaces ensemble, moi, de mon point de vue, j'imagine en tout cas que ma mission sur ce sujet-là serait déjà presque finie, quoi, presque achevée. Voilà. Donc, si je pouvais faire changer les choses, ça serait ça. C'est-à-dire comment on pense le commun et l'espace commun et le partage des ressources et la préservation de l'environnement ensemble, pas au détriment des minorités et des marginalités. Pour moi, c'est réfléchir l'espace, c'est réfléchir un commun. Merci beaucoup William, à bientôt. À bientôt. Waouh, quelle rencontre incroyable. J'aurais pu rester parler des heures avec William. D'ailleurs, il y a beaucoup de sujets que nous n'avons pas abordés comme la question de l'habitat ou encore la culture des gens du voyage. Donc si vous êtes intéressé par un épisode 2, faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, voici les 3 points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que l'anti-tsiganisme ne date pas d'hier. Les nomades ont toujours dérangé les autorités, qui ont cherché par tous les moyens à encadrer leur présence, avec la complicité d'une grande partie de la population. Encore aujourd'hui, de nombreuses pressions et formes de contrôle s'exercent à l'encontre des communautés de gens du voyage. Ensuite, que le rejet des gens du voyage a toujours été d'ordre racial. La preuve en est que les sédentaires qui voyagent ne sont pas traités de la même façon. Comme l'a dit William, les nomades ont été internés dans des camps de concentration français, tenus par des Français, et n'ont été libérés qu'en 1946, soit 1 an après la fin de la guerre, alors que le fascisme et le racisme étaient déjà censés être morts et enterrés. Le fascisme n'a jamais disparu, et tout est une question d'opinion publique. Aujourd'hui, les propos antisémites ne sont condamnés que parce que la majorité de la population est d'accord pour les condamner, mais le nombre d'antisémites n'a pas diminué pour autant. Il en est de même pour les gens du voyage, sauf que la haine à leur égard n'est pas condamnée. Enfin, que le pouvoir des associations est limité, car elles sont financièrement soutenues par ceux qui procèdent au fichage et au contrôle. Qui plus est, comme l'accompagnement des gens du voyage leur est souvent délégué de façon globale, il leur est difficile de travailler avec les structures de droit commun, ce qui maintient les voyageurs dans une forme de marginalité. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de William, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.